Les meneurs, épisode 24, en l'honneur de Kobe Bryant, épisode très spécial. Aujourd'hui, on va parler basket avec deux invités spéciaux, soit Vicky Girard et Maxime P. Paquette. Let's go, girls and boys. Obsession's going to be talent every time. You got all the talent in the world, but are you obsessed? Is it all you ever think about? Let's face it, it's you against you out there. When you walk on that court, you have to think, I am the best guy out there. I don't care if LeBron's playing. So let me ask you again. Do you love this game? Yeah. Let's go. We just gotta go hard. I go the hardest. I bring the pain. Not what you used to. It's all part of the game. Yeah. I just gotta go hard. I just gotta go hard. Go hard. Les meneurs, épisode 24, les amis, épisode spécial Kobe Bryant. Jeff, je suis particulièrement excité. Moi aussi, Kev, puis si tu me permets, tu peux t'entendre à peu près 5 secondes. Bien sûr. Il s'en va, il est parti. Jeff, elle a souvent la tendance de quitter la caméra, mais là, c'est pour une bonne cause. Là. Parce que, Kev, mon jersey de Kobe Bryant est bien rangé dans un cadre à l'effigie des Lakers. Il était écœurant. Là, j'ai sorti pour l'enfiler. Wow. Puis, il fallait bien que j'amène ma casquette des Lakers également, Kev. Je t'avais préparé la surprise. Fait que c'est pour ça que j'avais un petit t-shirt noir bien fade. Parce que je savais que j'allais mettre ma camisole par-dessus. Mon petit jersey de Kobe Bryant. Parce qu'on va parler de lui un tantinet aujourd'hui. Parce que, Kev, faut le dire, puis avant que je le dise, là, m'ouvrir ma bière sans alcool, une brassée de la Garnisson. Microbrasserie extraordinaire, la Joker IPA. Moi, je vais vous présenter ma bouteille des meneurs, parce qu'aujourd'hui, je reste à l'eau, parce que mon café est terminé. Mais oui, j'étais particulièrement excité aujourd'hui, puis regarde, moi, je porte pas nécessairement de chandail des Lakers, mais je porte ma casquette des Lakers, mais étant donné que le logo est sombre, je la porte à l'envers, comme d'habitude. Petite mention, ici, Kobe Bryant, mon coton watté, mon petit chandail t-shirt des Lakers, évidemment, mon chandail de hockey Cosum, des Black Mamba, une équipe dans laquelle je joue. C'est mon grand ami Tipou, que c'est son équipe, les Black Mamba, puis on était deux grands fans de Kobe, fait que quand il m'a dit « Hey, je vais partir une équipe à l'effigie de Kobe Bryant », j'ai dit « J'embarque dans le train », puis je le porte très fièrement chaque semaine, Jeff. T'as bien fait en esti. Pour aujourd'hui, Kev, l'épisode 24, l'épisode Kobe, on va parler de basket avec notre nouvelle collaboratrice, Vicky Girard, qui se joint à l'équipe. Puis elle devrait venir quasiment à toutes les shows, d'après moi, parce que c'est une jeune fille qui est très motivée. Salut, Vic. What's up? Salut, les gars. Comment ça va? En pleine forme. Vous autres? Yes, ça va bien. Ça va mieux que le 15 minutes quand tu étais dans le trafic, là, c'est certain, hein? Je l'avais oublié. Merci de me rappeler. Eh non. Hey Vic, sérieusement, là, on est vraiment content que tu sois avec nous pour les meneurs. Tu vas faire partie de l'équipe. On est un duo, on va être maintenant un trio parce que tu vas venir faire un segment qu'on va appeler le segment Phoenix 360. Est-ce que vous entendez la foule? Ah non, pour vrai, merci à vous autres, les boys. Je suis vraiment contente. Je pense que ça va être vraiment cool. Si vous voulez que je sois là à chaque épisode, vous pouvez compter sur moi. Je pense que ça va être vraiment le fun d'embarquer dans ce genre de truc-là. C'est qu'on aime ça. Puis là, moi, je veux partir vraiment tout de suite là, parce que j'étais impatient de commencer. Aujourd'hui, on va parler de coaching basket, parce que tu étais impliqué dans le coaching du basket depuis plusieurs années. Mm-hmm. D'entrée de jeu, tu m'as intrigué un petit peu quand tu me dis « Ouais, les boys, on pourrait jaser de la différence entre coacher une gang de gars et une gang de filles. » Puis ça, j'aime ça en crise pour vrai parce que comme coach, j'ai coaché des petits gars au baseball, j'ai coaché des petites filles au volleyball. J'ai trouvé ça vraiment différent. Je veux voir de ton côté, c'est quoi la différence comme coach quand tu interagis avec ta gang de gars et ta gang de filles? Ouais.
Ah, mais honnêtement, il y a une méchante différence. Là. La toute première année que j'ai coaché, c'était une équipe de garçons, justement. Là. C'était des secondaires 1, je me souviens, à l'école secondaire où est-ce que j'étais. Puis j'étais comme, OK, je vais essayer d'embarquer là-dedans. Puis la chose qui revient beaucoup, c'est que, tu sais, on entend souvent parler d'énergie féminine, d'énergie masculine, tout ça. Mais dans le coaching de garçons, que ce soit des jeunes garçons ou d'âge un peu plus avancé, là, j'ai l'impression qu'il faut que je devienne un bro. J'ai l'impression qu'il faut que je sois très, très masculine de moi, de comme qu'est-ce que je me ressens. Mais même dans le coaching en soi, on va être beaucoup plus straight to the point. Là. On va être vraiment comme super direct. Voici qu'est-ce que tu fais. T'as bien fait ça, t'as pas bien fait ça. Il y a moins d'enrobage, je trouve, autour de qu'est-ce que je dois dire. Tandis qu'avec les filles, je l'ai fait plusieurs années. Puis avec les filles, on va développer un esprit de communauté avant d'en arriver à la victoire. Les gars, c'est très, très individuel. Les filles, c'est très, très collectif. Donc, les gars, c'est ma performance. C'est moi qui veux performer. C'est moi qui veux aller scorer le dernier panier, par exemple. Tandis qu'avec les filles, c'est tant qu'on a une belle communication, tant qu'on a fait l'effort au complet, si on perd, too bad, mais au moins, on va essayer de juste se reprendre à la prochaine fois. C'est moins centré sur l'ego, un peu, je trouve. Ça, c'est un excellent point, ce que tu dis. Puis ça m'amène, quand j'ai coaché au baseball, nous, c'était un peu mix parce qu'il manquait de filles. Donc, j'avais 2, 3 filles parmi mes 7, 8 gars. Puis je trouvais toujours que les filles, justement, c'était axé sur l'esprit d'équipe. Fait que Ouais. souvent, mon capitaine, c'était une fille. Que c'était l'esprit de groupe, alors que le gars était beaucoup plus centré sur ses performances individuelles. Ton point est crissement on. Oui, puis, tu sais, comme, de par ça, à un moment donné, je me suis dit, mais est-ce que c'est juste une impression? Est-ce que c'est vraiment le corps qui fait comme ça? Fait que de fil en aiguille, tu sais, j'ai vraiment poussé ma réflexion d'aller voir mon meilleur site web qui est PubMed et Web of Science, là, ce sont des sites vraiment d'articles scientifiques sur la littérature, de qu'est-ce qui se crée, qu'est-ce qui se produit par rapport à ça. Puis les dernières recherches montrent ça, justement. C'est des tendances naturelles. C'est des tendances aux femmes, par exemple, que ce soit des jeunes filles ou des plus grandes, de s'en aller dans l'unisson. Il faut faire partie d'un groupe. C'est important pour nous de se sentir acceptés. Puis une fois que notre rôle est attribué puis qu'on se sent accepté, ben là, ensemble, on est capable d'évoluer. Si on est exclu du clan, ça va pas bien, puis c'est là qu'il commence à avoir une certaine défaillance. Tandis qu'avec les garçons, mais qu'est-ce que la littérature montre? C'est très, très individuel. C'est centré sur c'est qui va être la personne dominante. C'est qui va être capable de mener l'équipe à bon port. Donc, c'est vraiment, il y a rien de sexiste, il y a rien qui est pas correct là-dedans. C'est simplement que de façon naturelle, il y a vraiment ces deux sortes de comportements-là, dans le fond, qui vont apparaître, là. Puis là, mettons, quand tu as justement une gang individualistes, mettons, par exemple, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire de différent? C'est quoi l'approche avec ce type de groupe-là? Parce qu'on s'entend, c'est quasiment du cas par cas qu'il faut que tu fasses dans ce temps-là. Ouais, mais c'est sûr que c'est vraiment tough, pour vrai, parce que si t'arrives et que c'est super individualiste, rendu là, c'est que même si, par exemple, le basket, c'est un sport collectif, c'est rendu que ça va être 5 équipes quasiment qui vont être sur le court en train de jouer. Parce que la personne toute seule, elle-même, va représenter sa propre équipe. Fait que c'est d'en arriver de, voici toi tes compétences, voici qu'est-ce que tu fais. On va essayer de beaucoup booster l'ego, aussi de faire comme, hey, nice job, ça c'est vraiment cool. Mais on va aller direct au point de ça n'a pas marché. Ça, tu me refais pas ça, c'est pas bon. C'est pas grave, what's next? Puis la façon de builder ce genre d'équipe-là, c'est d'en arriver à des objectifs de sorte que chaque membre va se sentir inclus là-dedans. Dans le sens que c'est comme si c'était grâce à lui que l'équipe avançait. Fait que, mettons, je te dis, moi, là, je sais pas, j'ai un point de guard qui fait jamais la passe. Après ça, j'ai un shooting guard que lui, il s'en fout. Dès qu'il est à la ligne de 3, il va se mettre à lancer. Puis j'ai un poste, là, il est pas capable de sortir la balle, mettons, de la bouteille pour juste relancer une attaque, il veut tout le temps essayer de la monter. Ben, on va essayer de se trouver des objectifs individuels, mais que ultimement, ça va bénéficier le collectif. De sorte que si tu as ton point de guard, ben OK, mais ça va être avec, je sais pas, un cross jab, que tu vas en arriver à battre ton défenseur. Ensuite, tu vas faire la passe à ton shooting guard. Le shooting guard, mettons, va faire un pump fake, va rentrer dans le post. Comme plein de choses comme ça, que chacun a une action précise à faire. Et par l'équation totale, l'addition totale de ça va mener au panier. Fait que si, mettons, le point de guard va faire, ah, ben moi, si j'avais pas fait le cross jab, rien de tout ça, se serait passé. Après ça, le shooting guard va faire comme si j'avais pas fait le pump fake, la personne n'aurait pas levé ses bras dans les airs, fait que j'aurais pas pu faire ma passe. Puis la même chose pour le post.
Fait que c'est vraiment de trouver une solution comme ça, petit à petit, qu'après ça, il y a vraiment un sentiment d'appartenance qui va se créer, là. Puis justement, tu sais, en coachant des gars, tu l'as dit, c'est un petit peu plus d'ego, c'est un petit peu plus selfish et tout ça. Quand tu challenges, mettons, je sais pas quel groupe d'âge que tu coaches exactement, là. Si Ben, tu varies sur les ados. on se promène pas mal. Entre 12 et mettons même du 12 à 20, 22 ans, là, à peu près, là. OK. Fait que, mettons, tu challenges un joueur plus individualiste avec comme, hey, faudrait peut-être que tu sais, je sais que ton but, c'est de mettre des objectifs individuels, tout ça, mais mettons, tu vas essayer de porter à encourager de plus jouer sur le collectif, puis si, mettons, la personne prend pas le fait que tu le challenges, comment tu réagis face à ça? Ben, rendu là, ça dépend de la personnalité de l'athlète en tant que, tu sais, est-ce que cet athlète-là est ouvert? Est-ce que cet athlète-là, il a plus des tendances individuelles, narcissiques, autres? Fait que c'est de le saisir directement par rapport à ça. Mm-hmm. Fait que, tu sais, si lui, il dit, ah, mais non, moi, c'est vraiment, c'est mon mindset. T'sais, moi, je sais que l'équipe est rien sans moi ou quoi que ce soit. Ça relève à la discrétion du coach. Mais moi, je vais tenir mon bout je préfère bien plus avoir un joueur qui est moins talentueux, mais qui a du cœur au ventre, que d'avoir un joueur qui est full talentueux, mais qui se fout des autres puis qui va faire un 60 points par match. Moi, j'ai aucun problème à le bencher. De faire comme, tu vas goûter le banc tant si longtemps que tu vas pas changer d'attitude. Puis des fois, c'est un peu la méthode forte, mais c'est d'en arriver que, ultimement, ça va au-delà de simplement toi, ta présence sur le court. Fait que, tu sais, tu le prends à part, évidemment, puis on va juste jaser. C'est pas d'en arriver à ce que on va statuer que moi, je suis là, mettons, comme coach, puis que lui, il est là. C'est qu'on est d'égal à égal. On est deux êtres humains. On est capable de se jaser. Tes objectifs, en fonction de nous, nos objectifs d'équipe, à quel endroit est-ce que ça peut concorder ensemble? C'est vraiment d'en arriver à trouver un juste milieu, puis d'après ça, tu te sens à l'aise? T'es-tu bien avec ça? Moi, je suis cool avec ça. OK, parfait. On va juste continuer par après pour voir comment ça va aller, là. Là, on parle d'individus puis tout ça, là, Vicky. Ouais. Quand tu fais du one-on-one, justement, là, on rentre un peu là-dedans. Quand tu le fais avec un gars puis quand tu le fais avec une fille, Ouais. c'est sûr que le dialogue est différent. Ouais. Ben, à 100 000 100 000 Mais, honnêtement, tu sais, mettons, je te donne un exemple. J'ai des athlètes actuellement, j'en ai un auquel que je pense, que c'est un homme, il a 30 ans, on travaille avec parce que c'est un athlète professionnel. Puis la façon que je vais le challenger, c'est beaucoup sur l'ego. C'est beaucoup de, OK, mais qu'est-ce que les autres vont penser? Qu'est-ce que toi, tu vas penser? Puis c'est pas pour essayer d'attitre de comparaison, c'est pour essayer d'aller réveiller un peu cette essence-là de tu sais, la petite hargue, là, souvent qui va être très, très présente chez les hommes. Tandis que chez les filles, tu sais, mettons, j'ai une athlète, elle a 14, justement, que je suis, bon, ça fait, je pense que ça va faire pas loin d'un an, là, qu'on travaille ensemble. Puis elle, c'est beaucoup sur qu'est-ce que tu peux apporter dans l'équipe. Est-ce que tu te sens bien là-dedans? Est-ce que tu te sens valorisé? Est-ce que tu penses que ta place, elle est méritée? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? Selon toi, qu'est-ce qui manque? Fait que c'est de challenger en fonction des tendances naturelles. Évidemment, moi, si je me fais challenger, tu sais, ça va vraiment dépendre de chaque personne. Mais moi, j'ai une tendance beaucoup plus masculine, de façon naturelle, à répondre à la critique que de façon plus féminine, dans le sens de faire partie de la communauté. Moi, j'aime ça, cet aspect-là un peu plus individuel de jusqu'où est-ce que je peux pousser mes limites. Fait que rendu là, ça va juste dépendre de l'intervenant, de saisir la personnalité. Mais en règle générale, d'une approche, un première approche, ça va tout le temps être qu'est-ce que tu sais, qu'est-ce qui ressort, c'est quoi les couleurs un peu de la personne, puis tu les prends, puis après ça, c'est comme une espèce de grosse recette, on commence à mélanger ça, puis on cuisine quelque chose ensemble. Puis, dans toutes tes années de coaching, c'est évident que tu as pogné un individu, un athlète ou une athlète en état de crise, que ça allait pas bien, qui a peut-être fait une crise de panique, peu importe, là. Comment tu manages avec ça? Est-ce que tu finis par rencontrer le parent? Est-ce que tu fais un one-on-one, puis après ça, tu y vas avec le parent, ou tu tentes de régler tout par toi-même avec l'athlète? Ouais. Ben, c'est comme, mettons, je te dis, il y a le feu chez vous. Qu'est-ce que tu fais? C'est quoi la première chose que tu dois faire, c'est de l'éteindre. Tu peux pas commencer à penser, qu'est-ce que je pourrais faire? Puis c'est exactement la même chose. Fait qu'avec un athlète, qu'est-ce qu'on va faire? En situation de crise, ça va être automatiquement de baisser les symptômes. Fait que si c'est dans une situation où est-ce qu'il y a une crise d'anxiété, une crise de panique, là, où est-ce qu'il va y avoir de l'hyperventilation et tout ça, la première chose que je dis tout le temps, c'est d'écouter ma voix. Pourquoi? Parce que ma voix, elle est associée au fil de notre travail ensemble à un conditionnement qui va être agréable. C'est quelque chose qui va être rassurant, c'est quelque chose qui est dans la confiance. C'est vrai qu'elle est rassurante, ta voix.
Ouais, merci. Mais c'est pour ça qu'on va venir travailler avec ça. Je veux dire, là, fais juste te concentrer sur ma voix. Puis le fait d'utiliser le mot se concentrer, c'est que quand on est en crise de panique, on va se concentrer comme si on avait une grosse loupe et on va se concentrer sur nos symptômes. Et c'est ça qui est paniquant. Le cœur qui bat vite, la respiration qui est, mon Dieu, elle va s'accélérer puis on n'est pas capable de se calmer. Donc, quand on se concentre sur quelque chose qui est à l'extérieur de nous, ben là, on essaye d'être 100% vulnérable et on fait confiance à cette personne. Donc, c'est de se calmer, concentre-toi sur ma voix, écoute-moi. Puis la deuxième chose, c'est de m'imiter. Fait que moi, je vais commencer à prendre les respirations. Je vais commencer à le toucher aussi au niveau des bras pour essayer d'avoir un stimulus autre que simplement la stimulation interne des symptômes. Fait que ça va être de serrer les épaules, par exemple, de serrer les mains. Je vais dire, prends ma main, serre, respire avec moi. Puis une fois que cette passe de crise-là, elle est faite, on va juste revenir par après un petit peu plus tard à tête reposée. Qu'est-ce qui s'est passé? Décortiquer ça. Si c'est dans ma pratique, par exemple, puis que l'athlète est majeur, j'ai pas besoin d'aller voir le parent. Si l'athlète est le mineur, ben nous, chez Phoenix, mettons, on travaille avec une triade relationnelle. Donc, le parent, il est tout le temps inclus. Donc, on va dire, moi, je vais envoyer un message, OK, il est arrivé ça aujourd'hui, voici qu'est-ce qu'on a fait. Si vous êtes intéressé, on peut travailler plus tard par après. Mais dans n'importe quel contexte, c'est toujours on était feu en ce moment, on revient par après, puis on essaie de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour plus que ça arrive, parce que c'est pas le fun. Puis après ça, de juste continuer par après. Mais écoute, je t'écoute parler, Vicky, puis écoute, les coachs, pour être coach, ça prend des qualités particulière, tu sais, au niveau de l'humain. Fait que tu dirais-tu que, mettons, la qualité première pour être entraîneur ou coach, peu importe, est-ce que ça serait de lire l'humain? Parce que on sait qu'il faut que tu aies des qualités en communication, de bien transmettre le message, mais au final, c'est-tu la qualité numéro 1 de savoir bien lire un être humain? La qualité numéro 1, je sais pas. C'est sûr que ça en fait partie, mais tu sais, t'as des coachs que ça fait 20 ans qu'ils font ça, puis qui n'ont pas nécessairement de formation, puis qui ont appris sur le tas, puis que ça fonctionne, tu sais. Mais je pense, fondamentalement, c'est d'en arriver à juste vouloir, mettons, toi, de par ton expérience athlétique, tu t'es rendu à un point X, ben c'est de juste vouloir faire en sorte que ton athlète soit meilleur que toi. Il n'y a aucune prétention. C'est vraiment d'écoute, moi, j'ai fait ça, mais comme toi, t'es capable d'aller plus loin. C'est la même affaire comme quand tu mets un enfant au monde. Je suis pas maman, mais j'ai des neveux, j'ai des nièces. Puis je me dis, Colin, à un âge aussi jeune, je veux qu'ils deviennent meilleurs que leur tati, je veux qu'ils deviennent meilleurs que... Fait que c'est la même affaire qu'à chaque fois que tu vas dans une équipe, que ce soit des jeunes de 12 ans, 13 ans, 17, 20 ans, peu importe, c'est de faire en sorte que, ben moi, je suis simplement ce pont-là qui va te rapprocher un peu plus proche de tes rêves que tu souhaites avoir. Fait que je pense que la qualité première, c'est d'en arriver à avoir cette essence-là humaine, puis de faire en sorte de pouvoir connecter. À l'instant que tu connectes avec ton athlète, là, il y a une foule de choses qui peuvent se faire. Mais si tu es incapable de connecter, c'est comme si tu parles à un mur, puis il n'y a plus rien qui se passe après, là. Puis mettons... Ouais, vas-y, Jeff. Non, vas-y, poursuis, parce que moi, ça a comme plus rapport. OK. Ben, en fait, ma question non plus avait pas rapport, je te lance le ballon, vas-y. Moi, je voulais savoir si, dans le domaine du basketball, tu as déjà vu ça, des coachs ou même toi, faire des tests psychologiques. Parce que dans le hockey, il y a un certain Guy Boucher, niveau junior majeur, il est arrivé avec ça, avec des joueurs, puis les joueurs étaient comme « What the fuck, cette bébite-là » avec des tests psychologiques. Puis lui, il voulait vraiment tester l'individu, là. Est-ce qu'il va répondre aux questions? Est-ce qu'il ne répondra pas? Est-ce qu'il va le jeter à la poubelle? Comment l'humain va réagir? Ça t'est déjà arrivé de travailler de cette façon-là ou de voir quelqu'un travailler de cette façon-là? Ben, à l'interne, on l'a. Chez Phoenix, on le fait. À chaque fois qu'on a un athlète, là, on a un volet dans la plateforme qu'on donne que c'est des tests. Puis pourquoi est-ce qu'on fait ça? C'est parce que quand tu es un athlète, le but, c'est de te découvrir aussi. C'est d'en arriver à savoir ton identité sportive. Fait qu'avec les tests, c'est que tu es capable aussi de voir, ben, sur le terrain, comment est-ce que tu vas fonctionner. Fait que moi, j'ai pas, personnellement, par expérience, j'ai jamais travaillé avec d'autres entraîneurs ou d'autres équipes qui offraient ce genre de choses-là. Mais je pense que c'est super pertinent de l'ajouter justement parce que tu en viens à... Tu vas donner les meilleures ressources à ton athlète, mais ton athlète, lui, est capable de se découvrir aussi. C'est plus une question de une relation à sens unique de je te dis quoi faire parce que c'est moi le coach. C'est une relation de dans les deux sens pour que l'athlète, après ça, en vienne à faire « Ah oui, c'est vrai, moi, le test de personnalité, moi, je me souviens que j'étais ouverture, j'avais ci, j'avais ça, ou je sais que j'ai une tendance plus anxieuse. Fait que je comprends maintenant quand le coach me dit telle affaire. » Fait que c'est super pertinent, à 100 000 %. Puis, qu'est-ce que tu fais que, mettons, il y a un athlète qui pogne ça puis qui le déchire, là, mettons, là? Écoute,
qu'est-ce que je fais? Je pense que pour vrai, ma réaction, ça serait juste d'abord de faire comme OK, qu'est-ce qui se passe? Puis si on est beaucoup dans ce genre de réaction-là, souvent c'est parce que ça fait peur, de un. Ouais. Fait que tu sais, le changement, ça fait peur, d'essayer de découvrir certaines affaires, des petits bobos, des petites choses qui sont cachées, c'est inconfortable, ça fait peur aussi. Fait que si je vois que l'athlète a ce genre de comportement-là tout le temps, à un moment donné, c'est sûr qu'il va falloir comme s'asseoir. Mais si c'est de juste simplement faire comme, écoute, est-ce que ça te froissé? Est-ce que t'as peur? Qu'est-ce qui pourrait arriver en faisant ça? Puis on est capable d'aller dans le sous-texte, de faire comme, écoute, moi, je sais que je suis vraiment anxieux, mais j'ai peur du résultat, j'ai peur de me faire diagnostiquer, whatever. Mais là, c'est juste une conversation à avoir. Il n'y a aucun diagnostic, c'est simplement comme juste une ouverture, simplement d'apprendre un peu plus sur soi, là. OK. Puis moi, je voulais savoir, tu sais, on connaît, tu sais, on en parlait avant d'entrer en ondes, Olivier Rioux, l'une de nos plus beaux espoirs au Québec au niveau du basketball. Son équipe a remporté le championnat dernièrement, mais il n'a pas eu la chance de jouer. Qu'est-ce que tu dirais à un joueur, mettons, que tu vois son équipe gagner, puis qui n'a pas nécessairement, tu sais, il a eu son mot à dire d'une certaine façon au niveau, tu sais, des encouragements puis tout ça, probablement, au niveau du leadership, probablement que ça a été mis en valeur. Mais qu'est-ce que tu dis à un gars comme ça, mettons, pour garder sa flamme puis tout ça, même s'il joue pas? Ouais. Ben, c'est la même chose. C'est le même principe que est-ce que Martin Saint-Louis va sur la glace avec les gars au hockey? Non, mais il est quand même capable d'avoir un impact, tu comprends? Fait que l'impact est au-delà de simplement toi d'avoir la balle puis de faire un panier ou de bloquer quelqu'un ou quoi que ce soit. Si t'es là, puis les mots ont tellement une force qu'on va sous-estimer ça. L'énergie que quelqu'un va dégager aussi. Fait que qui a joué, tu sais, on comprend qu'à ce niveau-là, c'est fun, puis tu sais, on veut pousser, puis bon, tout ça. Mais au-delà de ça, c'est le fait de pendant ce moment-là, pendant que tes coéquipiers sont sur le terrain, toi, qu'est-ce que tu fais? Parce que le basket se passe pas juste sur le court, ça se passe aussi sur le banc. Par la dynamique, qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce qui se dit, qu'est-ce que vous créez ensemble. Tu sais, mettons là, que l'équipe part par 5, part par 10, part par 20, ben, puis que là, c'est genre, on entend une mouche voler, puis qu'il y a plus rien. Il suffit d'un seul gars ou une seule fille pour essayer de rallumer ça, puis de commencer des différents champs, de dire defense, offense, ou whatever. Fait que, oui, tu sais, c'est plate, une opportunité comme ça, est-ce que ça va revenir? On ne sait pas. Évidemment, il y a un avenir brillant à ce gars-là. Fait que clairement, tu sais, il va jouer sur plusieurs autres choses. Mais n'empêche, il y a quand même, de par sa présence physique sur le terrain, sur le court, il y a quand même une influence, qu'il s'en rende compte ou non. Peut-être que ça va juste venir plus tard, mais 100 000 % il y a une influence quand même. Puis j'ai une dernière question pour toi, Vicky, mais ça n'a pas rapport au basketball. Je peux pas m'en empêcher, puis c'est sûr que t'en as entendu parler. Tu sais, on est des gars de hockey. Le Canadien de Montréal a signé Ivan Demidov au cours des derniers jours. Le hype il est énorme autour de ce jeune-là. Lui, il arrive de la Russie. Écoute, il arrive d'une grosse équipe en Russie, mais il arrive à Montréal, le spotlight, les médias. Hier, il s'est fait courir après à l'aéroport quasiment par les partisans. Qu'est-ce que tu dirais à Toronto, tu sais? Qu'est-ce que tu dirais à un jeune comme ça de 19 ans qui arrive dans la gueule du loup, tu sais, pour garder le focus puis pas, tu sais, ça a l'air d'être un bon petit gars, mais tu sais, pour pas pour ultimement que sa tête continue de passer dans le cadrage de porte. Là. Ouais. Mais tu sais, je pense qu'à titre d'encadrement, c'est la même affaire comme si tu veux perdre du poids, par exemple. Si tu bloques tout ce qui est sucrerie et autres, qu'est-ce que ça va faire? Ça va juste augmenter l'envie de consommer du sucre. Où est-ce que je m'en vais avec ça? C'est la même affaire avec lui. Dans le sens que si il impose trop de balises de faire ça, t'as pas le droit de faire ça. Ça, il faut pas faire ça. Ça, si, ça. À un moment donné, il va juste faire, mais qu'est-ce que je peux faire ou qu'est-ce que je peux pas faire? Puis là, ça va juste exploser. Fait que c'est simplement de le mettre au courant parce que, tu sais, dans les fameux facteurs de stress, il y a l'aspect de la nouveauté. Donc, d'avoir autant de hype, puis qu'il y ait autant de nouveautés alentour de soi, ça peut créer du stress, mais ça peut être quelque chose de stressant positivement quand même pour lui. Fait que c'est de simplement être super ouvert avec lui. Écoute, voici le portrait, voici qu'est-ce qui s'en vient. Voici ce à quoi tu vas t'attendre parce que les partisans à Montréal, ils ont du jus en tabarouette. Ils sont vraiment fans. Il y a quand même une certaine pression qui vient avec ça. Par contre, voici notre plan de match. Juste le fait d'avoir un plan de match, lui, ça va juste descendre son stress. Ça va faire en sorte qu'il va savoir un peu plus à quoi s'attendre. Puis oui, il va faire des erreurs. Puis oui, des fois, il y a des gains qu'il va pas scorer. Des fois, il va dire les mauvaises choses dans l'entrevue. Ça arrive. Mais que si on est capable, si mettons l'équipe ou l'organisation du Canadien de Montréal, les personnes qui vont prendre soin de lui, sont capables au moins de lui donner quelque chose auquel se raccrocher.
Parce que c'est un peu le fait d'être perdu en pleine mer, là, puis de faire, mon Dieu, où est-ce que je m'en vais? Il est où mon bateau? Il est où mon radeau? Sur quoi est-ce que je me raccroche? Ben là, lui, c'est comme si en ce moment, il était en pleine mer. Donc, d'avoir quelque chose, ne serait-ce qu'un petit radeau, une petite planche pour venir s'accrocher, c'est sécurisant. Donc, je pense que le point numéro 1, ça serait de dresser le portrait puis de dire, de faire un objectif à court terme, de dire, écoute, d'ici les 2 prochaines semaines, on va avoir un meeting, on va reparler de qu'est-ce qui s'en vient, puis on va y aller étape par étape. Je pense que ça peut être vraiment rassurant. Je savais, Kev, que tu n'allais pas t'empêcher de parler de hockey, malgré le spécial basket. Quoi qu'on va parler un peu de hockey à la fin du show. Hey, Vicky, quand tu es là, pour vrai, on dirait que je jaserais pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures. Ça fait déjà 25 minutes. Fait que, malheureusement, on doit se laisser. Je suis très, très déçu. Mais merci pour ce premier segment. Merci de ta collaboration. Le segment Phoenix 360 avec Vicky Girard. Le premier, c'est fait. Ben, ça fait plaisir. On va se revoir. Hein? On va avoir l'occasion de jaser encore et encore. Anytime. Mais un gros merci à vous. C'est vraiment très cool. Merci, Vicky. Puis on se rejase. Absolument. Salut. All right. C'est tout. Ciao, ciao. Bye. Bon, ça passe trop vite, Kev. Ben, c'est fou, hein? Je sais pas si Maxime P. Paquette Basket est prêt à venir nous rejoindre, mais je pense que oui. Hey, les meneurs, comment ça va? Hey, ça va bien, toi, Max? Pas pire, oui. Très, très bien. Excellent. Être en votre compagnie, c'est un honneur, puis tout, là. Ben écoute, c'est toi qui nous fais un honneur, là. Tu sais, t'es dans le jus avec la... Oh, il s'est mis dans le thème en plus! Là, on aime ça, on aime ça. J'avais un t-shirt des Lakers qui traînait à la station quelque part, là, dans un tas de linge. Fait que je suis allé le chercher. Aïe, bon, écoute, la vie fait bien les choses parfois. Exactement. Fait que, écoute, merci de prendre le temps. Aussi, t'es dans le jeu avec le travail et tout ça, mais tu sais, quand on a un spécialiste de basket comme toi, quand on a l'opportunité de jaser avec, ben c'est sûr qu'on passe pas à côté. Exact. Puis quand c'est pour parler de basket, je suis tout le temps libre. Ben, excellent. Ben, moi, je veux que d'entrée de jeu, tu te présentes un peu parce que tu as un podcast qui est excellent, Planète Basket. Tu as parti ça quand, où, quand, comment, pourquoi? Tu sais, vas-y avec une brève description là, de ce show-là. Ça fait 2 ans que c'est démarré. En fait, je travaille à Cogeco Média, au 98.5 FM. Puis, ça fait 20 ans que je travaille là. Puis, à travers les années, je réalisais qu'on parlait jamais de basket, ou très peu, tu sais. Quand les Raptors ont remporté le championnat en 2019, on n'en parlait pratiquement pas en ondes, à part pour dire, tu sais, il y a eu des Jurassic Park un peu partout, et il y en avait à Montréal pour dire, il y a un engouement, etc. Mais quand la finale a été remportée par les Raptors, on l'a mentionné. That's it. T'sais, on n'a pas fait d'entrevue en profondeur, on n'a pas analysé comme on le fait au hockey. On est la station du Canadien de Montréal. Donc, c'est sûr que le Canadien est devant toutes les autres ligues, toutes les autres équipes. Pendant la pandémie, il est arrivé que les séries de basketball étaient avant celles de hockey. Vous savez que les deux sports sont en parallèle. Et donc, en même temps, et là, les séries de hockey commencent souvent juste un peu avant. Donc, on est dans l'engouement des séries de hockey. Puis là, celle de basket commence, puis passe vraiment deuxième, et pour ne pas dire troisième, quatrième. Mais cette année-là, il n'y avait pas de série de hockey pour le moment. Donc, celle de basket, on commençait avant. J'ai dit, là, les boys, si vous ne parlez pas de basket cette année, vous n'en parlerez jamais. T'sais. Bon, on m'a répondu, si tu veux venir nous parler de basket, on va en parler. Fait que là, c'est là que mon engouement... mon engouement a été recommencé au début de la pandémie, là, parce que j'ai lâché le basket une couple d'années. Je suivais un peu moins. Je suivais encore, mais un peu moins. Puis là, je me suis remis dans le bain. Puis là, d'en parler sur nos ondes, ça a fait que là, je me suis intéressé à 100%. Je suis un élève de la game. Je veux apprendre tout ce qui se passe au niveau du basketball. Je veux jamais me faire prendre sur aucune stat, sur aucun contrat, ou etc. Fait que là, je suis vraiment à 100%. Ce qui a fait que de fil en aiguille, je suis allé au championnat du monde à Mané l'année dernière. Le Canada commençait à être bon, nos joueurs de la NBA commençaient à s'impliquer au niveau mondial, au niveau national. Je me suis dit, c'est une belle occasion d'embarquer. J'avais mes billets pour Mané, je ne savais pas encore si le Canada allait être qualifié, tu sais. Ça s'est passé, là. Le Canada perdait par 12 contre l'Espagne, puis s'il perdait ce match-là, le Canada n'était pas à Mané quand moi je m'en allais là-bas. Là, donc, ça a été une super remontée et finalement, le Canada était là-bas. Tout ça pour dire que je suis revenu de là-bas. J'ai proposé un projet de balado avec Cogeco. Puis, on s'est fait une 15aine d'épisodes la première année. C'est la Sun Life qui a embarqué avec nous autres là-dedans. Un partenaire incroyable. Ils sont dans le basketball. Ils sont avec les Raptors, avec l'équipe nationale. Puis maintenant, avec notre balado.
Puis par la suite, ben c'est ça, ça a été une belle première année, beaucoup d'apprentissage, réussi à prendre plusieurs de nos intervenants au niveau du Québec. Puis là, la deuxième année, ben là, le mot s'était passé. Fait que là, c'est encore plus facile d'avoir des Lugansdor, des Jennifer Mathurin, etc. Puis là, on est aux 3/4 de notre deuxième saison. Donc, il nous reste 5-6 épisodes à sortir cette saison, mais ça va vraiment bien. Excusez-moi, c'était une longue réponse, mais au moins, vous avez un bon petit préambule là, pour travailler. J'adore ton préambule, Max, pour vrai. Puis j'aime ça te parler de la pandémie parce que c'est vrai que le basket, grâce aux Raptors, a comme pris un autre level, un autre niveau en français. Puis le We the North résonnait au Québec en tabarnak, sincèrement. J'ai plein de chums qui ont embarqué Alley-Oop, le site Alley-Oop, qui était dirigé par des gars que 360, oui. 360, exactement, qui était dirigé par des gars que je connais, pris une certaine popularité dans la game du basket. Ça a fait du bien, mais c'est vrai que tout ça, à partir de la pandémie, des Raptors, du We the North qui résonnait à tout rond, moi, j'ai trouvé ça fabuleux. Là. Il y a un enchaînement vraiment. Là, c'est sûr que ça part. Je pense que tout part un peu de le Dream Team en 1992. Il y a beaucoup de Canadiens, beaucoup de jeunes à travers le monde. Puis là, on voit les fruits de ce Dream Team-là encore aujourd'hui. Et suivi l'arrivée des Raptors en 95, Steve Nash qui rentre dans la ligue, donc un Canadien qui est bon, qui nous représente. On s'est qualifié pour les Jeux olympiques de 2000. Steve Nash était au devant. Moi, tu sais, j'ai grandi dans les années 80. Les boys, je suis un peu plus vieux que vous autres, je pense. Puis, non. tellement... Ouais? 43. Ah, on se reconnaît entre vieux de base. C'est ça. Bon. Puis, tu sais, on était tellement mauvais dans les années 80-90 au niveau mondial, on n'avait jamais aucune chance de remporter des matchs. Donc, quand Steve Nash décide de s'investir dans l'équipe nationale en 2000, là, on fait comme, OK, à ta peu, là, il y a un des meilleurs joueurs au monde là, qui décide de jouer pour le Canada. Là, ça commence à vouloir dire quelque chose. Puis, par la suite, ben, tu sais, forte vague d'immigration, on ne se le cachera pas. Ça aussi, ça a joué dans l'engouement, dans l'essor du basketball canadien. Écoute, juste au Québec, là, tu regardes nos meilleurs joueurs, ils ont à peu près tous des antécédents, comment dire ça, ils viennent tous d'Haïti à quelque part, pour la plupart, disons. Donc, tu sais, la filière haïtienne était très présente au Québec, tu sais, un Bénédicte Mathurin, un Alain Louis, un Lugansdor, tu sais, nommez-les à peu près tous. Donc, l'immigration, il y a joué pour beaucoup, ce qui fait que même le Québec, maintenant, on est une force mondiale. Tu sais, si le Québec avait sa propre équipe, là, tu sais, vous savez qu'au hockey, c'est souvent un thème qui revient. Si on se faisait une équipe Québec, ben, si c'était le cas au basketball, on commencerait à faire peur à bien des nations. Hein. On a 4 joueurs en NBA, vous dites, ah, c'est pas beaucoup, tu sais, pour ceux qui connaissent un peu moins le basketball, mais on serait la 8e nation au monde avec le plus de joueurs dans la NBA si le Québec était un pays. Tu sais. Puis là, mon but n'est pas de faire de la politique ici, c'est juste de dire que nous autres aussi, on explose. Le Québec en ce moment explose. Donc, c'est que des bonnes nouvelles de ce côté-là. Puis, c'est ça. Là, je m'en venais là, mais la pandémie a joué le championnat des Raptors. Puis oui, le marketing alentour de ça, que tout le pays en entier s'approprie l'équipe des Raptors, en viennent à avoir un attachement envers cette équipe-là. C'est sûr que c'est très rassembleur aussi. Puis là, en plus d'avoir remporté un championnat, c'est pas toutes les équipes. Là, il y a encore 6-7 équipes dans la NBA qui n'ont jamais remporté de championnat. Donc, c'est encore un club assez élite là, de remporter un championnat de la NBA. Ouais. Puis écoute, le panier de Kawhi Leonard, c'était hollywoodien, c'était incroyable. Moi, j'en ai encore des frissons à en parler. Ça mais va oui, rester ça dans les 5, 6, 7 plus gros paniers de la NBA dans l'histoire. Là, même dans 20 ans, on va passer encore ce panier-là. Là. Ah, c'était fou. C'est dommage qu'il ait quitté par la suite, mais bon, ça reste une business, le basketball. Puis écoute, je vais faire du minage sur la pandémie. Si tu le nommes, là, parce que les 3-4 dernières années à Los Angeles, c'est pas passé grand-chose pour Kawhi. Non, c'est vrai. Les Raptors sont allés chercher peut-être sa dernière année en santé, là, parce que depuis, il est blessé la moitié du temps, Kawhi. Donc, je pense que si c'était à refaire, je pense que Kawhi resterait à Toronto. Mais bon, ça, c'est de la spéculation. Ouais. Puis écoute, je vais faire du millage sur la pandémie parce qu'on sait les Lakers de Los Angeles ont remporté le championnat dans la bulle, qui probablement est l'un des championnats qui a été le plus difficile à remporter. Du moins, c'est ce que LeBron James a dit. Puis d'un point de vue extérieur aussi, je suis totalement d'accord. T'sais, nous autres, on aime beaucoup LeBron, on aime beaucoup Kobe Bryant. Est-ce que tu es un fan de LeBron James? Si tu as un chandail des Lakers, fait que je me doute que oui. Écoute, relation amoureuse, c'est l'équipe de mon enfance. Moi, c'est surtout Magic Johnson.
qui m'a amené vers le basketball. Alors, vous parliez de leadership avec Vicky tantôt. Pour moi, c'est l'ultime leader, Magic Johnson, parce que ce gars-là aurait pu marquer 30 points à chaque match, mais il a compris que c'était en impliquant tous ses coéquipiers qu'il allait être le meilleur joueur puis qu'il allait faire la meilleure équipe aussi. T'sais. Pour moi, c'est le leader ultime, Magic Johnson. Puis, oui, tu as eu des Michael. Kobe, c'est un bon leader aussi. LeBron aussi. Chacun à leur manière, mais pour moi, il n'y a personne qui arrive à la cheville de Magic Johnson. LeBron, c'est un phénomène. Écoute, il prêche par l'exemple. Si on parle de leadership, il y a des gars qui arrivent 1 heure et demie avant une partie pour se réchauffer, faire quelques tirs. LeBron, c'est 4-5 heures. Puis il est rendu à 40 ans, bientôt 41, là, puis il le fait encore. Là, il prêche par l'exemple. De ce côté-là, c'est un leader ultime. Puis Kobe était exactement comme ça aussi. Là. L'anecdote, c'est que les gars étaient aux Olympiques. Ouais. Les gars rentraient de sortir à 4-5 heures du matin. Puis ils croisaient Kobe qui, lui, venait de finir son premier entraînement de la journée. Là, fait que ça a changé la mentalité du reste de l'équipe de voir le vétéran qui se donne encore puis qui fait encore ces efforts-là, de se lever très, très tôt le matin, donc de s'être couché très, 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 très tôt la veille aussi, pendant que les autres font la fête, de faire OK, le vétéran que ça fait 12 ans qu'il est dans NBA, lui, il nous montre l'exemple de cette manière-là. On n'a comme pas le choix de suivre. Là, t'sais. Donc, c'est comme ça que j'aime Kobe, mais si je dois relativiser, c'est quand c'est sûr que c'est un des meilleurs joueurs de tous les temps. Puis LeBron, la même chose. C'est juste que quand un LeBron qui va affirmer qu'il est le meilleur joueur de tous les temps, moi, ça me rebute totalement. Là. Il l'a fait après son 2e championnat, il a dit ça. Je pense qu'à partir de maintenant, on peut dire que je suis le meilleur joueur de tous les temps. Mais si tu regardes, Michael Jordan n'a jamais dit ça de sa carrière. Il ne l'a jamais mentionné une seule fois. Quand tu es le meilleur joueur de tous les temps, tu n'as pas besoin de le dire. Ça va venir de l'extérieur. Le monde va le reconnaître à quelque part. T'sais. Puis pour Kobe, la seule chose que je lui reproche, c'est qu'il tirait un peu trop de tirs. T'sais. Et des fois, justement, il aurait pu passer un peu plus la balle. Mais à sa défense, des fois, il y a eu des équipes vraiment, vraiment ordinaires. Là, où que c'était Smush Parker, le 2e meilleur joueur de l'équipe. Fait que, dans ce temps-là, c'est peut-être mieux de lancer un peu plus souvent si tu veux donner des chances à ton équipe de gagner. T'sais. Puis c'est juste que quand on parle de Kobe, souvent, un Shai Gilgeous-Alexander, que vous connaissez sûrement, qui est le meilleur joueur canadien en ce moment, lui, il dit que Kobe Bryant est le meilleur joueur de tous les temps, mais il est à la même position que Michael Jordan. Puis si tu compares, j'ai de la misère à mettre Kobe au-dessus de Michael parce que Michael a plus de championnats, Michael a plus de championnats de compteurs, Michael a plus d'équipes défensives, etc. C'est juste là que je relativise. Pour moi, Kobe est un des 10 meilleurs joueurs de tous les temps, mais ce ne sera jamais le meilleur pour moi. C'est là que mon bémol était. Mais il y a beaucoup de gens qui ont de la difficulté à mettre Kobe parmi le top 3 des meilleurs joueurs de l'histoire. Mais moi, il est là. Tu sais, pour vrai, t'as Michael, LeBron, Kobe, on dirait que je le mets là d'emblée parce qu'il y a 5 championnats, parce qu'il était au moins dans le top 10 des meilleurs pointeurs de l'histoire de la NBA au niveau des points, parce qu'il a révolutionné plusieurs choses au niveau du basketball, dont sa Mamba mentality qui a permis à des athlètes d'aller à d'autres niveaux. Fait que pour l'influence, on dirait que je me dis Chris Kobe mérite d'être dans le top 3. Je trouve, là, personnellement, c'est une opinion bien personnelle. Là. Tes arguments sont très, très, très valides. C'est juste que je rentre des plus vieux noms là-dedans dans mon top 3, 4, 5 là, avant de mettre Kobe personnellement. T'sais, un Kareem Abdul-Jabbar qui est un autre Laker, là, il y a ce championnat, il y en a 3 en NCAA. En NCAA, juste avant qu'il rentre dans la NCAA, on a empêché le dunk. T'sais. Il était tellement dominant qu'on s'est dit non, il va tout gagner si on lui permet de dunker. C'est pour ça qu'il a développé son fameux crochet. Parce qu'il n'avait pas le droit de dunker dans NCAA. Puis il a gagné 3 championnats NCAA et c'est en allant en NBA. Puis là, on a repermis le dunk en NCAA. Tu sais, vous dire à quel point il y avait de l'influence. C'est le championnat, donc un de plus que Kobe. Il a été le meilleur joueur des années 70. Puis moi, tu sais, je suis né des années 80, je ne l'ai pas tant vu jouer que ça. Mais ça, en regardant des films d'archives, en regardant ce que les autres joueurs disaient de lui. Bref, je ne m'éterniserai pas trop, c'est de Kobe surtout que vous voulez parler, mais c'est ça un peu. Il est dans mon top 10, c'est clair. C'est juste que je le vois peut-être 6, 7, 8 dans ce coin-là, plus que 3. Justement, on est tenté ces temps-ci de dire c'est Michael ou LeBron. Moi, je rentre Kareem Abdul-Jabbar dans cette conversation-là parce que LeBron, avec 4 championnats, même s'il a une illustre carrière, là, on s'entend, on s'obstine sur les meilleurs joueurs de tous les temps. Là. On s'ostine sur des petits détails, en quelque sorte, là, parce que, chapeau, je dis rien contre ces gars-là, c'est des grands, mais justement,
LeBron a 4 championnats. Pour moi, il n'arrive pas à la cheville de Michael. Michael a joué 12 saisons. LeBron en est rendu à 15 saisons. LeBron en est rendu à 20. Il faudrait au moins qu'il en gagne un autre d'ici la fin de sa carrière pour qu'on puisse dire OK, là, il est vraiment dans la conversation pour moi, encore une fois. Mais tu sais, mettons, on compare les qualités athlétiques et tout ça, LeBron James, c'est dur à rejoindre. Là, jouer à 40 ans, faire tout ce qu'il fait, moi, c'est inhumain quasiment. Là. C'est un surhumain, ce gars-là. Il joue malgré la douleur, malgré tout. Et, en tout cas, moi, personnellement, c'est mon GOAT. Mais, par exemple, j'ai pas vu jouer Michael Jordan. J'ai vu jouer Kobe Bryant en fin de carrière. C'est des affaires sur lesquelles je peux pas vraiment m'appuyer. Mais de ce que moi, j'ai vu, LeBron James, on dirait que c'est irréel tout ce qu'il a fait dans sa carrière. Là. En termes de longévité, ça n'a pas de maudit bon sens. Encore faire 25 points à 40-41 ans, prend pas de break, ou à peu près, là, joue des saisons complètes. C'est pour ça que le record de points, il va être tellement dur à tellement dur à battre parce que il marque 25 points depuis 20 ans. Là, fait que il manque à peu près pas de match. Il n'y a pas eu une blessure majeure où il manque le 3/4 d'une saison. Fait que, il y avait Luka Doncic qui était sur un rythme de peut-être pouvoir le battre éventuellement, mais Luka manque des matchs. Il va falloir qu'il marque 5, 6, 7 points de plus par match que LeBron pour le rattraper. Donc, c'est un record qui est à peu près imbrisable. Puis moi, je me rappelle, j'ai grandi, on disait que celui de Kareem, qui était donc l'ancien meilleur pointeur de tous les temps, on disait que c'était impossible à battre. Là, LeBron le bat, fait que c'était encore plus impossible de le battre. Mais oui, c'est un géant. Là. Puis tu sais, à 40-41 ans, il joue encore du basketball d'intimidation avec son corps. Oui, exact. Rentrer d'un gars avec puissance. C'est incroyable ce qu'il fait vraiment. Puis tu sais, je suis pas un grand admirateur de LeBron James. Je suis capable d'y donner ses fleurs. Là. C'est incroyable la carrière qu'il a. On parle de James, là, puis je veux juste qu'on parle à plusieurs personnes qui osent me dire c'est pas physique le basket. What the fuck? T'as-tu déjà écouté une game de basket? Contact. C'est un sport de contact, mais pas un sport de collision. C'est ça la nuance qu'il faut faire souvent. T'sais. Exactement. Surtout maintenant, les gars vont chercher le contact. T'sais. Ils vont chercher le contact pour se créer une distance par la suite. T'sais. Fait que irrémédiablement, à peu près à tous les jeux, il y a du contact. Puis surtout, si tu joues en dessous du panier, tu vas recevoir une coupe de coups de coude dans le visage. C'est pas mal certain. Ben écoute, je voulais juste revenir sur l'aspect leadership qu'on jasait un peu tantôt. Tu nous parlais de Magic Johnson. Y en a-tu d'autres qui t'ont inspiré ou qui t'ont particulièrement marqué? T'es comme, OK, ça, quand j'entends ce nom-là, je pense à leadership. Ben, si on y va avec des joueurs actuels, là, on se parlait un petit peu de Shai Gilgeous-Alexander. C'est sûr que pour moi, c'est un leader. Mais un leader plus... il n'y aura pas une communication autant qu'un Magic Johnson pouvait le faire sur un terrain. Puis, tu sais, si je parle de Shai, c'est le leader, je dirais, offensif du Thunder d'Oklahoma City présentement. Mais tu sais, Luguensdor, là, il prêche par l'exemple en tabarouette aussi. Lui, là, c'est justement, il dit jamais un mot plus haut que l'autre, mais regarde-le travailler sur un terrain, puis ça te donne un exemple tellement positif. C'est là, tu sais, je pense cette année, là, il va l'avoir enfin, là, sa reconnaissance. Il va être sur une des deux équipes défensives. Puis qui sait s'il ne sera pas tenu en considération aussi pour le défenseur de l'année. Là. Puis il y a eu beaucoup de blessures d'autres joueurs. Wembanyama allait le gagner sans aucune compétition. Il s'est blessé. Puis là, le panorama est comme devenu, là, il y en a 7-8 possibles, dont Luguensdor, qui pourrait peut-être avoir des chances. Je pense pas que ce soit lui qui le gagne, mais au moins, il va avoir sa reconnaissance d'être sur une des deux équipes défensives cette année. Puis ça, c'est du leadership pour moi. Regarde-le travailler, là, c'est lui la porte d'entrée de la défensive du Thunder d'Oklahoma City, puis c'est la meilleure défensive dans l'équipe la plus jeune de la Ligue. Il faut qu'il y ait des bons éléments sur ce terrain-là quelque part. Puis Luguensdor est sur le plan, de toutes les équipes qui les affrontent. C'est Luguens qu'on affronte ce soir. Il va falloir faire des jeux pour se faire des pics ensemble. Sinon, tu vas l'avoir d'impact toute la soirée. Le meilleur attaquant à l'autre bord, il faut qu'il soit prêt à affronter Luguensdor. Il faut que les autres joueurs viennent y faire des écrans. Sinon, il va passer une méchante mauvaise soirée dans la chambre des dorsures, comme on le dit. Ouais. On parle de leadership, là. On va continuer en ce sens-là. C'est quoi le leadership de marde chez les Suns? Non, mais tu as 3 stars, puis Kevin Durant, c'est moi je trouve que c'est l'un des meilleurs joueurs de basket au niveau de talent brut, là. J'ai rarement vu ça, sincèrement. T'as Bill qui est là aussi également, puis t'as... Devin Booker. Merci beaucoup. D-Book, c'est quoi qui s'est passé là? Les gars ne voulaient pas jouer ensemble, ils ne voulaient pas aller au championnat ensemble.
si on y va de façon courte, là, je te dirais que la signature de Bill, c'est une catastrophe. Là. Le payer 40 millions de dollars à chaque année, alors que ce gars-là est tout le temps blessé, t'es l'équipe qui a la plus grosse masse salariale à 220 millions de dollars, même pas proche. Les autres équipes sont même pas à 200 millions ou à peu près. Là, c'est une catastrophe de ce côté-là parce que tu t'es débarrassé de toute ta profondeur pour aller chercher Kevin Durant puis ensuite Bradley Beal. Mais là, tu n'as plus personne pour appuyer ces trois gars-là. T'sais. Ça aussi, ça montre que c'est pas juste un jeu de star, la NBA. Là. Même si c'est, je dirais, le sport dans lequel il y a la plus grande individualité, dans lequel un seul joueur peut le plus changer de choses. Je compare beaucoup, moi, je jase beaucoup de hockey ici et de basket avec mon animateur qui parle de hockey. Puis, il me disait, ça vaut pas la peine pour le Canadien cette année de tanker pour aller chercher un gros joueur. On est mieux de profiter tout de suite de l'élan qu'on a, etc. Puis, je disais, oui, mais moi, je parlais des Raptors, puis je disais, eux, c'est encore le temps de s'aborder puis de finir dans les derniers rangs parce qu'il y a des gros choix qui s'en viennent l'année prochaine. Puis les Raptors sont probablement à un joueur d'être vraiment une équipe qui pourrait aspirer à un titre. T'sais. Fait que d'avoir la possibilité d'aller chercher un Cooper Flag où il y en a d'autres, là, des Ace Bailey, il y en a 7-8 bons joueurs qui sont là l'année prochaine, ça vaut la peine plus au basket qu'au hockey. Parce que tu as 5 joueurs sur le terrain, tu joues à peu près à 7-8 joueurs gros max, alors qu'une équipe de hockey, ben, c'est 23 joueurs. Puis oui, tu rajoutes le meilleur joueur de la ligue dans ton équipe, tu as plus de chances de gagner, mais pas autant qu'au basket. T'sais, si tu rajoutes un Victor Wembanyama dans ton équipe l'année prochaine, ben pour les 15 prochaines années, tu as des bonnes chances de remporter un championnat, alors que, je sais pas, tu rentres Michkov ou là, c'est qui les Connor McDavid, on le voit à Edmonton, ils ont probablement le meilleur joueur de la ligue ou un top 3 de la ligue, puis on n'a pas encore remporté de championnat. La différence est un peu là entre les deux sports. Je pense que le sport où un joueur peut le plus changer les choses, c'est au basketball. Mais ça pour dire que les Suns, il y a des têtes qui vont tomber probablement à la fin de la saison parce que ils se sont rendus en finale il y a 3 ans. Puis là, tu t'es empiré en allant chercher Kevin Durant. Il y a clairement quelque chose qui s'est mal produit de ce côté-là. Bref, ce serait un peu ma piste d'explication. C'est que tu peux pas juste jeter de l'argent sur un terrain puis espérer que ça fonctionne. Faut que t'es un ou deux bons joueurs. Faut que tu les appuies avec des bons joueurs de rôle de qualité alentour. Oui, exactement. Puis quand tu amènes un joueur vedette, exemple, comme Kevin Durant, si c'est un mauvais leader, je pense pas que ça va aider ton vestiaire. Puis je suis pas en train de dire que KD est un mauvais leader, mais c'est un type particulier. Fait que des fois, ça peut empoisonner alentour au lieu d'aider. D'après moi, il est vite à désespérer puis à moins bien communiquer, Kevin Durant. T'sais, il va plus se refermer sur lui-même. Il va donner sa performance personnelle à tous les soirs, mais je ne sais pas justement à quel point c'est un bon leader dans une équipe, autant qu'un Shea ou qu'un Kobe ou qu'un LeBron, qui, eux, prêchent par l'exemple. Ils vont tout le temps rester en bonne communication avec les entraîneurs, avec les autres joueurs de l'équipe. T'sais, LeBron, j'y reproche beaucoup de choses, mais ça, on le voit, là, il est très impliqué. On le dit, on l'appelle le GM souvent. Là, c'est pratiquement, pratiquement le coach. C'est lui qui a choisi son entraîneur à Los Angeles. Veut pas, il faisait un podcast avec lui l'année dernière. Puis c'est lui, il y a bien des échanges qu'on le dit, c'est LeBron qui a décidé. Donc, mais de ce côté-là, au moins, c'est un bon leader. Il a une bonne communication avec les autres joueurs. Il va être capable, avec son expérience, de dire, toi, tu devrais plus faire ça. Quand je fais tel mouvement, toi, va te placer là. Tu vas avoir la passe. T'sais. Alors qu'un Kevin Durant, je pense, va plus se refermer sur lui-même. Puis il va plus chialer, dire « Hey, fais pas ça! » mais il ne donnera pas la solution à ses coéquipiers. Du moins, c'est comme ça que je le ressens. Puis c'est un peu ça que j'ai entendu quand j'entends les autres joueurs parler de lui, disons. Écoute, je suis content que tu parles de l'EGM parce que je veux revenir sur les Lakers. Une couple de semaines, parce que moi, j'étais un partisan des Lakers, obviously, mais qu'est-ce qui s'est passé dans la tête des Lakers, en fait, des Mavericks de Dallas, d'avoir échangé Luka Doncic, une jeune star, c'est une jeune vedette de la NBA. C'est un des meilleurs joueurs de la ligue contre un Anthony Davis, puis j'adore Anthony Davis. C'est un joueur complet qui est constamment blessé depuis plusieurs années. Qu'est-ce qui s'est passé dans la tête des Mavericks, selon toi? Je fouille encore le dossier. Je suis resté pendant 2 semaines. Là, je me pince encore, Max, je comprends pas. Vraiment.
Vraiment, je comprends pas. Il paraît que ce serait tout simplement une décision monétaire. Là, on voulait pas payer le 345 millions que Luka allait commander s'il restait avec les Mavericks l'année prochaine. Spéculation aussi que on va amener le jeu légal du côté de Dallas. C'est quoi, c'est le Nevada? Sur Nevada, ça, oui, en tout cas. Dans l'État où sont les Mavericks. Le Texas. Le Texas. C'est si on veut amener le jeu légalisé. Les nouveaux propriétaires qui ont pris la relève de Mark Cuban, qui ont acheté une bonne partie de l'équipe à Mark Cuban, veulent amener le jeu légalisé. Et comment ça marche à Dallas ou dans l'État du Texas, c'est que au gouvernement, on ne siège que 6 mois à tous les 2 ans. Donc, s'il y avait une décision qui était à se prendre, là, c'était pendant que l'échange s'est fait. Donc, il y a des spéculations à dire qu'on voyait que le mouvement, il n'y aurait pas de jeu légalisé dans les prochaines années. Donc, on ne ferait pas des masses d'argent comme on l'avait peut-être prévu avec les nouveaux propriétaires. Et donc, on n'était pas prêt à s'engager avec Luka pour autant d'années. Mais tu sais, je pense, tout sport confondu, je pense que c'est le pire échange de tous les temps, vraiment. Tu sais, ça serait mon deuxième, là, ça serait peut-être Patrick Roy. Quand on l'a échangé à l'Avalanche dans les années 90. T'sais. Sinon, je pense qu'il faut que tu remontes à Babe Ruth qui avait été échangé aux Yankees. Puis ça a fait une malédiction pendant 100 ans avec les Red Sox. C'est ce genre de mauvais échange-là qui ne peut rien te rapporter. Luka, c'est 6 matchs des étoiles, 5 équipes, toutes All-NBA, là, de toute la NBA. T'sais, Steph Curry n'a jamais fait ça. Luka, 25 ans, tu peux bâtir avec lui pour encore 10 ans, là, minimum 10 ans. Là, puis c'est un gars qui n'a pas besoin nécessairement d'être en grande forme. Fait que peut-être qu'il va pouvoir jouer comme un LeBron jusqu'à 40, 41 ans parce qu'il utilise bien son corps. Lui aussi, il a une grosse charpente puis il est capable de bien utiliser ses épaules pour se faire de la place. Fait que, bref, c'est à n'y rien comprendre. C'est le pire échange de tous les temps, les boys. Ouais, puis en plus, là, Luka commence à catcher comment LeBron y joue. On les voit souvent communiquer sur le terrain. Hey, moi, je fais ça comme ça, comme ça. Ils sont vraiment beaux à voir. Là. Honnêtement, ça pourrait faire des belles étincelles en série, surtout que les Lakers sont sur une belle séquence actuellement. Là. Puis, tu sais, on parlait de LeBron, son leadership, etc. Il a été capable, il connaît la puissance d'un Luka Doncic, il connaît les capacités. Il a été capable de se retirer, de dire, bon, j'ai plus besoin de faire autant de points, j'ai plus besoin d'autant faire. C'est Luka, notre joueur numéro 1. Puis d'y laisser toute la place. T'sais. Il sait que c'est l'ère Luka Doncic qui vient de commencer à Los Angeles. Le seul pépin pour aller loin en étant en série, c'est quand tu laisses partir Anthony Davis, tu as soudainement un gros trou au centre. T'sais. Puis les Lakers, ils n'ont plus de choix pour un méchant bout, pour encore 2 ans de choix à donner, de choix à échanger. Puis là, tu n'as plus de profondeur du tout au niveau du centre. Tu es à côté sur la masse salariale, donc tu peux même pas aller chercher un centre pas pire dans une autre équipe. Ils ont essayé d'aller chercher Williams avec les Hornets, de donner Dalton Neck. Bref, là, je rentre dans des détails un peu trop intenses pour vos auditeurs, mais tu sais, on a essayé d'aller chercher pour l'appuyer, mais c'est quand ils vont pogner une équipe avec un gros centre, ça va devenir vraiment compliqué parce que c'est un peu LeBron qui est obligé de prendre ce spot-là sur le terrain. Puis là, justement, il est très physique, LeBron, mais il ne mesure pas ses pieds non plus. Puis il commence tranquillement. Là, moi, je le vois à sa charpente quand je le regarde sur le terrain. Là, il est moins musclé qu'il l'était un peu avant. Là, il est encore très en forme, très physique, mais on voit que sa silhouette, tranquillement, sa masse musculaire diminue un peu. T'sais. Fait que il ne peut pas en prendre autant sur les épaules. J'ai l'impression que ça va leur coûter en se rendant en série, qu'ils ne pourront pas faire 3-4 rondes parce que ça va devenir fatigant. On va exploiter le fait qu'au centre, il y a une faiblesse du côté des Lakers. Ouais, moi, ce que je trouve triste de ce trade-là, c'est que je suis un fan de AD. Puis je trouve ça plate qu'ils soient impliqués dans la plus grosse, dans la plus mauvaise transaction de tous les temps. Sérieusement, c'est triste. Là. Puis tu as raison, là, c'est vrai que c'est la pire transaction de tous les temps. Je suis d'accord avec toi, mais AD qui est impliqué, qui est un joueur formidable quand il est en pleine santé, mais qui est quand même sur le déclin au niveau de la santé, au niveau de l'âge, au niveau de ci, au niveau de ça. Mais je trouve ça poche. On va se rappeler Didi à cause de cette trade-là. J'ai un peu peur de ça. T'sais. Au moins, il a eu son championnat, justement, avec LeBron. Parce que ça aurait été une carrière ratée s'il avait fallu qu'il se mette à se blesser comme ça puis jamais remporter de championnat. Puis, tu sais, quelle malédiction. Le match où il arrive avec Dallas, il marque 19 points en première demi, quelque chose comme ça. Tu sais, wow, ouais, OK, peut-être que l'échange va marcher sur le court terme. Peut-être que c'est vraiment Dallas qui vont avoir le gros bout du bâton, du moins sur le court terme. Mais là, il se blesse au début de la deuxième demi ou à la fin de la première demi.
Puis là, ça a été une suite de blessures. Là, tu pouvais te dire, OK, il y a vraiment une malédiction qui s'abat tranquillement sur Dallas. Je pense que c'est 8 joueurs qui se sont blessés, dont Olivier Maxence Prosper, le Québécois. Puis ce qui faisait là, que c'était rendu ridicule. Là. Il était 8 sur le banc. Puis si un joueur d'autre se blessait, on était obligé de faire des forfaits. Là, on pouvait même pas aller chercher des joueurs ailleurs parce qu'on était à côté sur la masse salariale. La date limite des transactions était passée. Ça a passé près qu'il y a des matchs qui ne se jouent pas parce qu'il manquait de joueurs à Dallas. Fait que là, c'était vraiment là. Hey, il y a une malédiction qui s'abat pour vrai pour cette équipe-là. C'était incroyable. T'sais. Mais oui, très triste. Mais au moins, il y a son championnat. Puis tout son passé défensif aussi, ses premières équipes, toutes NBA, ça va rester un des grands joueurs de l'histoire, mais aussi un des et si, tu sais. Et si Davis s'était pas blessé aussi souvent, qu'est-ce qu'il aurait donné comme carrière, tu sais? Exactement. Le temps file, encore une fois. Je viens de regarder l'heure, ça n'a pas de bon sens. Avant qu'on sorte de notre studio virtuel, je veux vous dire, moi, les boys, mon Hall of Fame personnel, il ne fait même pas partie du top 10 des meilleurs joueurs de tous les temps de la NBA. Shawn Kemp, the Rain Man! Oh, ça, c'était spectaculaire comme joueur dans son pic avec les Supersonics. En 96, la défaite contre les Bulls, ça me fait encore mal. Et de la puissance, ça, là, c'est beau, c'est des gros dunks, mais avec la rage, ça, t'en vois moins dans la NBA de nos jours. Ouais. Des Dominic Wilkins, des Shawn Kemp qui dunkaient, mais avec l'intention, on dirait, de briser le panier, là, tu sais. C'était beau à voir, il était incroyable à voir. Voilà, c'est tout. C'est le mot de la fin avec Max P. Basket Pocket. Merci beaucoup, Max. J'ai une dernière question pour lui avant, par exemple. Prolongation. Prolongation. J'ai une petite dernière pour toi, Max. Si tu avais à prendre une équipe pour gagner le championnat de la NBA cette saison, ce serait qui? Ils sont jeunes, mais je vais y aller avec le Thunder d'Oklahoma City. Ils sont premiers dans l'Ouest, la conférence la plus dure à dominer. Puis, tu sais, je regarde beaucoup de vidéos d'analyse, là, puis on dit souvent, ouais, mais ils manquent d'expérience, justement, ils sont jeunes. Mais, tu sais, on se parlait du championnat du monde, on peut se parler des Olympiques. Tu sais, le noyau du Thunder, c'est encore Shea puis Lugans. Puis, tu sais, ils ont gagné des gros matchs contre l'Espagne, contre l'Argentine, contre la France, contre les États-Unis aussi, là, tu sais. Fait que ça aussi, là, ça fait partie du noyau d'Oklahoma City, tu sais. Donc, ils n'ont pas d'expérience. Ils en ont peut-être moins que certaines autres équipes, mais je les vois. Puis, tu sais, ils ont appris l'année passée, ils ont appris à perdre en série, se sont rendus en deuxième ronde, auraient sûrement dû passer Dallas pour se rendre en troisième ronde. Donc, je pense que cette année, ça va être leur année. Je me demande juste si Shea s'est pas brûlé, là. Ça fait... Avec justement les qualifications pour les championnats du monde, les Jeux olympiques l'été passé. Il a joué beaucoup de basket, Lugans également. Là. Je me demande juste si là ça ne va pas le rattraper au début des séries, comme c'est le cas pour les Canadiens de Montréal en ce moment. Là. Ils ont tout donné dans le dernier mois et demi. Vont-ils arriver fatigués en série? C'est un peu ça que je me demande. Ouais. Le seul bémol négatif du côté d'Oklahoma City, je me demande s'ils ne vont pas arriver un petit peu en manque d'énergie en série, surtout Shea qui mène cette attaque-là. Puis ça aussi, quand on va le doubler en série, parce que les séries, c'est une autre ligue qui embarque, là, quand on va le doubler, est-ce que les joueurs de support vont être capables de mettre les gros 3 points dedans quand ça va être le temps? Je regarde Lugans, je regarde Jalen Williams, ça va être votre temps de briller, les gars, si vous voulez enlever de la pression sur votre gros joueur. T'sais. Mes seuls bémols sont là, mais le reste, c'est tout du positif d'être capable d'aligner. Ils sont à 66 victoires, vont finir à 66, 67, quelque chose comme ça. Je sais qu'il va avoir battu le nombre de matchs consécutifs de 20 points et plus dans l'histoire de la NBA. Une machine offensive incroyable qu'on n'a jamais vue, puis surtout en tant que Canadien, là, ça va être le premier joueur qui remporte un championnat des marqueurs. Je ne leur souhaite que du bon. Il y a beaucoup de chauvinisme là-dedans. C'est beaucoup parce qu'il y a un Canadien et un Québécois dans l'équipe, mais c'est aussi parce qu'ils sont vraiment bons. Ça fait 4 ans que je les suis, puis je me dis, hey, ils vont vraiment donner quelque chose. Puis ils ont encore des choix de première ronde pour des années et des années. C'est la seule équipe qui, à long terme, peut rester bonne. T'sais, les Celtics, là, ça va se mettre à être compliqué dans les prochaines années. Là. On a 2 des plus gros salaires de la Ligue. Les OKC ne sont pas encore pris avec ce problème-là. Donc, bref... des belles séries cette année, des gros chances de championnat, puis en plus, ils ont des chances d'être bons pendant plusieurs années. Les anciens Sonics, OKC, let's go! Exact! Yes. Ils risquent de réavoir une équipe à Seattle dans les prochaines années. Là. Seattle puis Las Vegas, c'est pas mal. D'ici 2-3 ans, d'après moi, vous allez avoir une annonce qui va nous dire que les Supersonics reviennent.
Yeah! Bon, ben, ça va être à surveiller. Écoute, merci Max d'être venu faire ton tour au podcast. T'es une sommité dans le basket, honnêtement. À t'écouter parler, c'est une mélodie. Fait que merci pour tes... Non, honnêtement, c'est du solide. Fait que merci d'être venu faire ton tour au meneur. Quand vous voulez, messieurs, c'était vraiment un grand plaisir d'être avec vous autres aujourd'hui. Merci beaucoup, Max. Bonne fin de journée. Et bon basket! Yes! Ciao, Max. Salut! Hey, pour les gens qui nous écoutent, là, si vous avez la chance d'aller voir le podcast à Maxime, ça s'appelle Planète Basket. C'est vraiment intéressant. Il y a des bons invités aussi à chaque semaine. Fait que c'est à surveiller. Ouais, puis je m'excuse avec mon Internet qui focaille aujourd'hui. J'ai cru remarquer qu'il y avait certains petits bouts où ça coupait, mais je ne peux pas contrôler. Comme Pat Côté nous a appris, Kev, On contrôle. contrôler le contrôlable. C'est magique, cette phrase-là. Puis ça revient souvent, tu me l'as dit tout à l'heure, d'ailleurs. Ben oui. Puis check bien ce que je vais te dire, là. Puis mettons, le père de lui, Michael Pizzetta. Ouais, parce que évidemment, on est des gars de hockey, fait que même si c'est un épisode de basket, je voulais quand même faire un petit segment de hockey parce que je trouvais ça important d'aborder ce sujet-là. Je vois régulièrement des commentaires sur les réseaux sociaux, des commentaires négatifs à l'endroit de Michael Pizzetta. Michael Pizzetta, on va s'entendre là-dessus, Jeff. C'est un joueur qui n'appartient pas à la Ligue nationale. En termes, parce que selon moi, c'est pas un gars qui appartient à la Ligue nationale. C'est un gars de rôle. C'est peut-être un 13e attaquant, mais idéalement, c'est un gars de Ligue américaine. Selon moi. Fait que lui, il arrive. Il se fait proposer par le Canadien de Montréal. Il dit, regarde, ça te tente-tu d'être 13e attaquant? OK, d'être un gars de rôle. Puis quand le Martin va avoir besoin de toi, tu vas sauter dans l'alignement, tu vas brasser les choses, tu vas amener de l'énergie. Veux-tu faire ce rôle-là? Le gars, il serait capable de dire non. Il va rester avec le grand club pendant ce temps-là. Puis Michael Pizzetta, c'est ça qu'il fait, OK? Il n'a pas joué beaucoup de matchs cette saison, mais lorsque il a été amené à jouer son rôle, c'est-à-dire d'amener de l'énergie, de dropper les gants au besoin pour donner d'énergie à ses coéquipiers quand c'était nécessaire, il l'a fait. Fait que moi, je trouve ça ingrat, je trouve ça injuste que dans la section des commentaires, peu importe, quand j'entends des gens parler de Michael Pizzetta, ce soit en négatif. Ces gars-là, ils ont une job ingrate dans le hockey. Michael Pizzetta, là, il joue 5 minutes par game, puis souvent, il va dropper les gants. Je suis pas mal sûr qu'il n'y a pas grand joueur du Canadien de Montréal qui ferait ce rôle-là. Puis moi, je trouve ça ingrat, personnellement. Le gars, il remplit le rôle qu'on lui donne à la perfection. Je trouve ça un peu injuste de taper sur un gars qui sacrifie son corps, qui joue, qui donne du cœur à chaque présence. Tu sais, c'est pas le gars le plus talentueux, c'est pas le gars qui va gagner tous ses combats non plus. Souvent, il va se faire surpasser. Mais moi, je salue le courage à Michael Pizzetta parce que c'est un gars extrêmement apprécié par l'organisation, par ses coéquipiers. C'est un gars qui a tout le temps une bonne attitude, même s'il joue jamais. Fait que moi, je suis tanné d'entendre des affaires négatives sur Michael Pizzetta parce que moi, je le respecte énormément parce que ça prend du cœur. Tu sais, on en parlait avec Guillaume Desbiens et quelques shows préalables. C'est un rôle qui est très tough, celui de goon, celui de bagarreur. Ouais. Puis Michael Pizzetta le remplit à la perfection malgré ses 5 minutes de temps d'utilisation par match. Fait que chapeau à Pizzetta parce que c'est un Christ de vrai, on va se le dire. C'est drôle, mais je peux pas t'obstiner parce que je suis d'accord avec tes propos. C'est vrai que c'est un Christ de vrai. Il joue avec le sourire, il pratique avec le sourire, il est d'un gradin avec le sourire, il bench avec le sourire. Ce gars-là donne du gaz avec ses coéquipiers. Puis, il m'a te le dire, mais aller plus loin, là, ses coéquipiers voulaient qu'il reste avec l'équipe. C'est pas compliqué, Kev, là. On voulait que Peds reste avec l'équipe. On voulait garder le même noyau. Puis Peds fait partie de ce noyau-là. Puis je suis content en esti qu'il soit encore là aujourd'hui parce qu'il apporte quelque chose aux Canadiens, même quand il ne joue pas. Je te le dis, c'est un leader naturel, Michael Pizzetta. Puis je trouve ça très important de l'avoir au sein de l'organisation. Oui, puis tu sais, il s'est pogné dans une pratique il y a quelques semaines avec Arbor Xhekaj. Mettons, je fais du millage, je reviens une couple d'années au préalable. Un gars comme P.K. Subban qui se pognait tout le temps, tous ses coéquipiers, tout le temps, puis que tu sais, ça créait beaucoup de drama au sein de l'organisation. C'est pas ça, là, Michael Pizzetta. Il s'est pogné une couple de semaines avec Arbor Xhekaj. Ces deux grands chums se sont parlé après la pratique. Tout était correct, ils sont allés souper le soir même. Tu sais, c'est pas un gars qui va faire du trouble, c'est un bon coéquipier puis tout ça. Fait que je suis tanné d'entendre des affaires négatives à son sujet. Tu sais, à un moment donné, je comprends, c'est pas le meilleur joueur de hockey, mais il fait sa job. C'est un gars de rôle. Faut arrêter d'espérer qu'il va aller poter des goals, qu'il va sortir une feinte incroyable. Il l'a fait une fois en tir de barrage, puis ça a été ça, là. C'est ça. C'est vrai ce que tu dis, c'est un gars drôle.
sais, C'est un c'est gars. un gars de rôle et c'est un gars drôle, pour vrai. Moi, c'est ça que j'aime Ben de Michael. oui. Ah. Sa chevelure, sa moustache, c'est incroyable. Bref, je voulais faire ce plaidoyer-là envers Michael Pezzetta parce que moi, je le respecte énormément parce que moi, je ferais pas sa job. Honnêtement, je la ferais pas. Ouais, Fait thumbs up. que, là, j'étais content parce que ton piméton m'interpelle en esti, puis je suis content parce que j'en ai parlé tantôt, parce que c'est sujet de l'heure dans le giron du Canadien de Montréal. Piméton! Ivan Demidov! Il vend du bonheur en tabarnak, je peux te dire ça. Puis là, la plupart des spécialistes, la plupart des commentateurs, la plupart des journalistes, la plupart des blogueurs, la plupart des fans sont unanimes. Demidov va arriver puis il va être bon d'entrée de jeu. OK? On Oui. est d'accord là-dessus. Confirmé. Il y en a certains qui vont dire des choses. J'ai lu des choses dans les commentaires, que ce soit sur notre site La Poche Bleue ou ailleurs, que je trouvais très ordinaire. On ne l'a jamais vu jouer, ça va être un flop, ça va être si la KHL, c'est pas comme la NHL. Tu sais, j'en ai vu de toutes les couleurs du côté négatif. Je n'ai pas vu beaucoup, mais j'en ai vu. Moi, je viens parler à ces gens-là. Parce qu'Ivan Demidov, là, il va être bon dès son premier match. Parce que Ivan Demidov, personnellement, OK, aurait dû être le premier choix de l'Encan 2024. Oui. C'est pas bien compliqué, là. Il y a beaucoup 100%. de gens, il y a beaucoup de recruteurs qui le disent, il y a beaucoup de GM qui le disent. On ne le sait pas pourquoi il a glissé au 5e rang. Il y en a qui n'ont pas fait le devoir, tout simplement. Là, pour vrai, là, ils ont repêché pour les besoins alors que tu avais Ivan Demidov disponible 1, 2, 3, 4. Le Canadien, les gars, c'est le cul béni, man. Ça n'a Ouais. aucun bon sens. Est-ce que Connor McDavid a dominé quand il est arrivé dans le show? Oui. Est-ce que Sidney oui. Crosby a dominé quand il est arrivé dans le show? Ouais. Est-ce qu'Alex Ovechkin a dominé quand il est arrivé dans le show? Oui. Ouais. Ça va être la même affaire pour Ivan Demidov. Comme Lane Hudson, il va être bon le premier match. C'est un stud. C'est un stud. stud. Panarin, quand il est arrivé, il était bon. Kaprizov, quand il est arrivé, il était bon tout de suite. Là. Puis on compare Demidov à ces joueurs-là. Puis moi, je trouve que c'est un gars un peu en puissance. Je dirais pas que c'est un power forward, mais c'est un gars qui utilise bien son corps puis qui est puissant le long des rampes. Puis quand il rentre en 2D, ça y va au toast. Là. Ivan Demidov, c'est un no-brainer. Ça va être le meilleur attaquant des Canadiens de Montréal pendant 12, 15, 16 ans. Je te le dis, là. J'aime Suzuki, j'aime Caulfield, mais Demidov, on est ailleurs. Là. Ah ouais, puis c'est un gars qui joue le hockey de la bonne façon, tu sais. Martin Saint-Louis dit il y a des joueurs de hockey, puis il y a des gars qui jouent au hockey, puis il y a des joueurs de hockey. Ivan Demidov, c'est un joueur de hockey. Prend aucun shift off, puis je tiens juste à dire ça. 49 points en genre 65 games, je me trompe pas, approximativement. Puis sur ces 65 games, là, il y a peut-être une vingtaine de matchs qu'il a presque pas joué. C'est des 3-4 minutes par game parce que son coach est un tata, là. Excusez-moi, là. T'sais, le SCA de Saint-Pétersbourg a géré ce dossier-là de façon particulière, on va dire ça comme ça. Fait que tu sais, il serait pas loin du point per game. Puis il a fini premier compteur de son équipe malgré toutes les ambiguïtés qui s'est passées durant la saison. Fait que ce gars-là, c'est un stud. Comptez-moi le nombre de joueurs de 18-19 ans qui ont fini premier de compteur de leur équipe au même âge. C'est pas arrivé souvent, là. Ah non, oublie ça. Là. C'est pas arrivé. Tu sais, des joueurs de cet âge-là, d'habitude, ça joue soit dans le junior, en Russie, ou sur des trios inférieurs parce que justement, les coachs leur font pas confiance. Tandis que son coach en série, il savait en esti que s'il voulait avoir une chance de gagner, parce que là, le SCA de Saint-Pétersbourg a perdu en 6 matchs au premier tour de la Coupe Gagarine, il savait en crise que s'il voulait avoir des chances de gagner, il fallait qu'il fasse jouer Demidov. Si Demidov jouait pas, il perdait en 4. Là, ils ont perdu en 6, puis Demidov a fini avec 5 points en 6 matchs. Un kid de 19 ans! Il a fini devant des gars comme Kuznetsov et compagnie. Moins de 20 ans, il a le record absolu du nombre de points au sein de la KHL. Je te le dis, c'est un tabarnak de stud. Parce que moi, j'ai pas juste écouté ces flashs qu'on voit à RDS, à Sport 30. Là. J'ai écouté des games en totalité. Je l'ai observé. Je suis allé fouiller. Je voulais voir Demidov. C'est le meilleur joueur. C'était le meilleur joueur du SCA de Saint-Pétersbourg et de loin. C'était l'un des meilleurs joueurs de la KHL que plusieurs de ses pairs ont dit. Il y a plusieurs recruteurs, il y a plusieurs agents, il y a plusieurs GM dans les nationales de hockey qui disent qu'il aurait dû être un top 2
en 2024, puis il y en a plusieurs qui disent qu'il aurait dû être le premier, je le répète, Ouais. aurait dû être le premier choix. Il va être dominant en partant, puis c'est un cadeau du ciel que le Canadien de Montréal a eu. Un joueur gratis de ce talent-là, en rentrant en série, si c'est les Caps qu'on pogne, ils vont avoir peur. Ils vont avoir peur en esti. T'as des gamers comme Suzuki, Caulfield, Hudson, qui sont des gamers, là, on le voit en ce moment, là. Ces joueurs-là dominent. Même, je peux mettre Montembeault là-dedans, là. T'as un esti de gamer, Montembeault aussi, là. Là, tu vas rajouter un autre gamer en Demidov. Ouh, tabarnak! J'ai hâte de voir un gars comme Slavkovski en série. Je pense qu'il va carburer à cette énergie-là. Puis si je pourrais ajouter aussi, tu sais, Demidov, le Canadien de Montréal, ils amèneront jamais un individu toxique dans leur organisation. C'est des personnes qui prônent beaucoup l'humain, des bons individus. Puis Demidov, c'est un bon petit gars. Souvent, les gens vont penser, bon, mais c'est un Russe. Non, on s'en calisse. C'est un bon individu, malgré sa nationalité. Ça n'a pas rapport. C'est un bon petit gars. Le Canadien a fait ses devoirs grâce notamment à Nick Bobrov, que lui est plugué au Scott Saint-Pétersbourg. Fait que, tu sais, moi, d'emblée, je voulais Matvei Michkov pour le Canadien, mais c'est pas pour rien qu'on l'a skippé au profit de David Reinbacher. Ça, c'est la première des choses que je voulais dire. Deuxième des choses, je l'ai parlé aussi de quelque chose préalable. La plupart des organisations dans la Ligue nationale, ils ont la chance d'avoir un joueur franchise dans leur équipe. Là, on va en avoir deux parce que je compte Lane Hudson parmi les joueurs franchises. Exact. Puis je me mouille pas en disant ça, mais je serais même prêt à ajouter Nick Suzuki là-dedans. Mais oui, voilà, c'est dit. Fait que potentiellement, mettons 2.53. Disons qu'on en a deux, c'est ça. J'ai une mauvaise nouvelle à t'annoncer, Kev. On doit cesser d'enregistrer. Sais-tu pourquoi? Pourquoi? Ben, de un, parce que c'est la fin. Puis de deux, ma blonde vient de quitter le domicile avec Alexis. Ils sont partis voir un match de hockey des Gaillards, une équipe collégiale. Et le chien, mesdames, messieurs, et le chien est ici. Parce que là, ma blonde ne peut plus s'en occuper. Fait que j'ai entendu le chien débarquer à la course, descendre au sous-sol à la course. Elle est partie dans la chambre des enfants à la course. Fait que d'après moi, elle est partie chier sur un lit à quelque part. Ah, c'est ton chien, au moins il n'y a pas pissé devant ta face cette semaine. Mais écoute, j'étais content qu'on parle de Demidov parce que je vous ai averti encore une fois, ça va être un petit joueur. Puis la claque, ça y est, cette semaine, en vue du show numéro 25, le show Ryan Poehling! Mais non, le show Vincent D'Anfous. On va recevoir... On va recevoir une sexologue d'expérience parce que c'est ça les meneurs. On parle pas juste de sport, on parle pas juste de hockey, on parle pas juste de basketball. On parle de tout. On parle de cheminement personnel, de leadership. Puis cette sexologue-là, c'est une leader silencieuse. Puis j'ai hâte qu'on la reçoive, Jeff, parce qu'elle a beaucoup de sujets intéressants sur son plateau à venir jaser au meneur. Très hâte de la recevoir au meneur épisode Poehling. Et là, je dois remercier Vicky Girard pour sa première chronique avec nous, le segment Phoenix 360. Merci, Max. Max qui était extraordinaire. Max P. Basket, qui est encore là dans le studio virtuel. Je pense qu'il nous écoute encore. C'est cool, ça. Fait que, merci à eux de leur visite. Puis Kev, ben, je t'aime d'amour, mon chum, puis on se revoit pour le 25. Exactement, merci. Je vous aime. Merci de nous suivre. Hein. Sérieusement, c'est un honneur d'être là chaque semaine devant vous autres. Puis tu diras salut à Zara, c'est ça? Ouais, je vais lui dire ça. C'est bon. À la semaine prochaine.